On va commencer aujourd'hui à discuter un petit peu des voies d'administration autour donc, des huiles essentielles. Alors juste pour remettre un petit peu dans le contexte, hein, on va rapidement donner quelques définitions. Donc d'abord, je pense que tout le monde se rappelle bien que phytothérapie, aromathérapie, ce sont deux termes qui se rapportent à la thérapeutique par les plantes, mais pas tout à fait de la même manière. Pour la phytothérapie, on utilise plutôt globalement des parties du végétal, des parties entières en fait, du végétal qu'on va mettre en décoction, en tisane, en poudre, dans des gélules, etc. Bon, dans l'aromathérapie, on va utiliser des végétaux traités par de la distillation à la vapeur d'eau. Et donc, on obtient des huiles essentielles ou des hydrolats. En gros, dans l'aromathérapie, on intègre les deux approches, donc par huile essentielle et par hydrolat. Alors, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est quand même des points qu'on a déjà abordés dans d'autres formations, donc je ne vais pas refaire de manière trop appuyée ces petites généralités, mais c'est quand même important quand même de bien savoir de quoi on parle. Donc, dans l'aromathérapie, le but, c'est d'utiliser les huiles essentielles ou les hydrolats dans un but thérapeutique. Donc un tout petit point historique, même si encore une fois les détails ont été vus par ailleurs. Je vous rappelle quand même que le terme aromathérapie a été créé par un Français. C'est suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse quand même le mettre en avant. On est vraiment en France des leaders de la discipline. Donc c'est ce chimiste lyonnais qui s'appelle René-Maurice Gattefossé qui a un peu découvert l'action thérapeutique des huiles essentielles par hasard. Bon, alors c'est un peu réducteur de dire que c'est par hasard, mais en tout cas, voilà, il a découvert ces propriétés thérapeutiques des huiles essentielles et il a créé le terme aromathérapie dans les années qui ont suivi. Et puis derrière, d'autres médecins, pharmaciens, chimistes français ont continué à développer la discipline. Et aujourd'hui, finalement, on récolte un petit peu les fruits de cet héritage vraiment français. La particularité de l'aromathérapie aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus de s'ancrer dans la science. On quitte un petit peu le côté purement traditionnel pour essayer de comprendre de façon plus précise comment les huiles essentielles agissent. Et ce qu'il y a de génial dans le thème qu'on va aborder aujourd'hui, donc aujourd'hui, hein, je vous rappelle, on va traiter toutes les voies d'administration, mais on va vraiment insister sur la voie olfactive, c'est qu'on commence à voir comment les huiles essentielles peuvent influencer nos émotions. Alors les émotions au sens très large, et plus même globalement encore, presque nos comportements. Et ce qui paraissait presque un petit peu ésotérique il y a quelques années, aujourd'hui devient beaucoup plus concret et on peut connaître même les mécanismes qui sont en jeu et qui sont étudiés de façon très rigoureuse. Voilà. Allez, je ne fais pas plus de teasing que ça. On aborde donc tout de suite le sommaire. Donc on va aborder aujourd'hui la voie orale et buccale, avec 2C d'ailleurs. On va détailler ensuite la voie cutanée et on terminera avec la voie olfactive qui va nous occuper l'essentiel de cet atelier. Alors, pour commencer tout de suite avec la voie orale, alors vous allez voir, je distingue voie orale et voie buccale qui semblent a priori être relativement synonymes. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, quelle différence peut-on faire entre les deux? La voie buccale va traduire le fait qu'on va mettre des huiles essentielles dans la bouche, sans forcément les avaler. Dans la voie orale, on met des huiles essentielles dans la bouche de manière à les avaler. Donc en gros, pour faire simple, quand on fait une voie orale, on utilise des gélules remplies d'huile essentielle. Ou alors, on met quelques gouttes d'huile essentielle sur de la mie de pain ou sur un comprimé neutre. On met dans la bouche et on avale. Donc ça, clairement, c'est une voie orale. Dans la voie buccale, on va simplement mettre des huiles essentielles dans la bouche et on va les laisser diffuser dans la cavité buccale sans les avaler. Donc en fait, dans la voie buccale, il va y avoir un passage sanguin assez réduit, mais qui existe quand même, qui va se produire au niveau de la cavité buccale. Alors que dans la voie orale, le passage des molécules actives dans le sang va se faire plutôt au niveau digestif plus bas. Donc après l'estomac, en général plutôt au niveau de l'intestin grêle. Alors, comment fait-on pour utiliser donc concrètement les huiles essentielles de cette manière? Eh bien, il y a une vraie différence entre les deux voies en termes d'usage, en termes d'action. Est-ce qu'il y a des micros qui sont allumés? Peut-être ce sera plus confortable de les couper, puis on les rallume s'il y a des questions ou quoi. Alors, on va juste séparer du coup un point qui est vraiment important entre les deux, c'est le fait que dans la voie buccale, les huiles essentielles entrent en contact de la cavité buccale, évidemment. Les huiles essentielles entrent en contact de la muqueuse. Et ça impose d'emblée une grosse différence, c'est qu'on ne pourra pas utiliser en voie buccale d'huile essentielle irritante, pour des raisons évidentes. On va irriter la cavité buccale, c'est quand même pas le but. Pourquoi ça passe bien en voie orale?
Ben, là aussi, la raison est simple, c'est que l'estomac, il est apte à supporter les attaques chimiques, hein, c'est son job en quelque sorte, il est protégé par un mucus très épais, et donc les huiles essentielles irritantes, quand on les met en gélule, elles vont être libérées dans l'estomac, qui est adapté à supporter cette attaque chimique. Et donc, ça ne pose pas de problème. La bouche, en revanche, n'est pas adaptée sur ce côté-là, et donc on ne les utilisera pas en voie buccale. Alors, il y a un petit moyen mnémotechnique très simple pour se souvenir des huiles essentielles irritantes, c'est l'acronyme Oxagrat. Alors, je vous l'ai remis, pardon, je vous l'ai remis ici. Alors, attendez, je pense que, ouais, là, vous devez voir la souris, sans doute. Donc, je vous l'ai remis ici. Donc, Oxagrat, c'est pour origan, cannelle, sarriette, girofle, ajoan et thymol. Donc, vous savez que ces huiles essentielles-là, on ne peut pas les mettre en voie buccale, il faut les mettre en gélule et les avaler. Voilà. Du coup, ils sont protégés par la gélule et là, ça ne pose pas de problème. Évidemment, chez Aromacelt, on a certaines huiles essentielles qui font partie de cette catégorie et qui sont justement protégées par les gélules et qui donc ne posent pas de problème. Alors, si on veut quand même utiliser une voie buccale, parce que parfois c'est pratique, hein, on n'a pas toujours des gélules à disposition, on n'a pas toujours non plus les huiles essentielles, enfin la préparation à utiliser, et donc parfois on va être amené à utiliser des huiles essentielles en unitaire, tout simplement directement en voie buccale. Il y a une technique qui est très simple pour ça, que j'aime beaucoup, c'est la technique du cure-dent. Alors je vous l'ai résumé ici. La technique du cure-dent, c'est très simple. Vous prenez un cure-dent, vous enlevez le petit code-goutte du flacon, c'est le petit compte-goutte en plastique, vous versez, vous trempez le cure-dent dans le flacon, vous essuyez le cure-dent sur le bord du flacon et ensuite vous le mettez directement dans la bouche. Voilà. Et en gros, en salivant, on va sucer un petit peu le cure-dent et ça va libérer petit à petit les huiles essentielles. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'utilisation très simples hein, qui peuvent aussi aider, en particulier dans les pharmacies, pour quelques conseils au comptoir, par exemple. L'huile essentielle de menthe poivrée qui sera excellente pour faciliter la digestion. Alors, attention à la menthe poivrée, c'est une huile essentielle qui est très courante et pourtant qui a beaucoup de contre-indications. Elle n'est pas si simple à utiliser. Hein, on ne l'utilise jamais avant 12 ans et on ne l'utilise pas également chez les patients hypertendus ou chez les femmes enceintes et allaitantes. Le basilic tropical, par exemple, qu'on pourra utiliser de cette manière-là en cas de spasme. C'est vraiment un antispasmodique assez universel, par exemple en cas de douleur ou de règles ou digestives sur les mêmes indications. Et puis deux huiles essentielles qui sont très très efficaces, surtout quand on les met ensemble, quand on les met en synergie, qui sont l'huile essentielle de gingembre et de citron zeste. Ces huiles essentielles-là présentent l'énorme avantage d'avoir très peu de contre-indications. J'ai mis à partir de 6 ans dans un souci vraiment de précaution, mais en réalité, on peut même les utiliser avant. C'est plus à cause de la présence du cure-dent, en fait, que l'utilisation avant 6 ans est délicate. Les huiles essentielles en tant que telles, on peut les utiliser même avant 3 ans sans problème, quoi. Alors, il y a une autre façon qui est très simple aussi pour utiliser des huiles essentielles en voie buccale, c'est de laper. Donc, le lapage, comment ça marche? Eh bien, vous allez verser une goutte d'huile essentielle, par exemple, sur le dessus de la main, vous salivez, et vous faites comme ceci. Et en fait, vous allez prélever les huiles essentielles dans la bouche directement. Quand on prend des huiles essentielles en voie buccale, il faut le savoir, on se limite à peu près à 1 à 2 gouttes maximum par prise, ce qui impose de renouveler les prises assez régulièrement si on veut atteindre une dose qui est réellement un effet. C'est un petit peu la limite, la dose étant naturellement à adapter en fonction de l'âge et de la condition, pour être très général, du patient à qui on le conseille. Alors, attention quand même, la voie orale, alors là maintenant je parle de la voie orale au sens large, hein, la voie orale ou buccale, ces voies présentent quand même des précautions d'emploi. Alors, je vous l'ai dit, hein, les huiles essentielles qui sont irritantes, on ne les utilise qu'en voie orale, hein, donc avec une déglutition, et dans des gélules, puisque sinon elles sont irritantes pour la cavité buccale. Certaines huiles essentielles sont hépatotoxiques. Pour celles-ci, eh bien, il faudra éviter de les utiliser de manière prolongée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prolonger? Ça veut dire en gros pas plus de 7 jours. Et puis si on veut décaler un petit peu, eh bien, on va faire des pauses thérapeutiques au milieu. Tout ça va aussi dépendre évidemment de la dose, hein. S'il y a une dose qui est adaptée dans les gélules, eh bien, on peut prolonger un petit peu sans risque. Si la dose est élevée, eh bien, à ce moment-là, il faudra respecter cette durée-là pour éviter d'avoir d'éventuelles attaques au foie. Alors, une petite parenthèse à ce propos, j'en avais déjà parlé, vous savez que la plupart des huiles essentielles qui sont traditionnellement classées dans les huiles essentielles hépatotoxiques, en réalité, ne le sont pas. On a des études aujourd'hui qui démontrent que les huiles essentielles de taratimol, d'origan compact, de sarriette, etc., ne sont pas hépatotoxiques. Donc, par précaution, on va quand même garder la précaution d'emploi, voilà, pour évidemment la sécurité du public, mais scientifiquement, on sait quand même aujourd'hui que ces huiles essentielles-là, a priori, ne posent pas de problème au niveau hépatique.
Alors, attention aux huiles essentielles hormone-like. On a les huiles essentielles d'anis vert, d'anis étoilé, de fenouil doux, qui ont une vraie action directe, qui va s'inscrire d'ailleurs dans le même ordre que celle des œstrogènes, donc ce qu'on appelle une action œstrogène-like. Là, dans les cas d'antécédents de cancer hormonodépendant, et encore plus évidemment s'il y a un cancer actif, il faudra absolument interdire ces huiles essentielles-là. Et chez les adolescents, voilà, ou les enfants prépubères, évidemment, là aussi, c'est défavorable. Donc, on n'utilisera pas ces huiles essentielles-là. Il y a certaines huiles essentielles également qui ont une action neurotoxique. Alors, en gros, pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie des huiles essentielles, ce sont les huiles essentielles qui contiennent des cétones. Et donc, vous voyez, on en a quand même pas mal. Certaines huiles essentielles qui sont assez courantes. On va retrouver le romarin à camphre, par exemple. Le camphre est complètement contre-indiqué en voie orale. Dès qu'on a du camphre dans une substance, dans une huile essentielle, on ne peut pas le prendre en voie orale. C'est le cas, par exemple, du lavandin. Quel que soit le lavandin, Grosso, Super, Abrial, peu importe, il y a du camphre à l'intérieur. Et donc, on utilisera cette huile essentielle qu'en voie cutanée, de la même façon que pour, par exemple, le romarin à camphre. Voilà. Donc, la voie orale, c'est une voie, pour résumer, qui est très intéressante parce qu'elle permet de prendre beaucoup d'huile essentielle en peu de temps et elle présente un taux d'absorption qui est assez élevé. Donc, en fait, on a une perte des molécules actives qui est assez faible. Et donc, pour simplifier, elle a un rendement, si vous voulez, qui est intéressant. Donc, c'est une voie qu'on favorise dans les problèmes aigus, par exemple, dans les infections, dans les problèmes même d'ordre dégénératif, quoi. On va pouvoir utiliser cette voie-là. Pour d'autres voies, je pense en particulier à tout ce qui est plutôt psycho-émotionnel, la voie olfactive, elle sera beaucoup plus pertinente. Et donc, on va aborder ça un peu plus tard. Je vous propose de continuer, puis je prendrai les questions s'il y en a à la fin. Peut-être retenez-les au fur et à mesure, comme ça, voilà, quand j'ai fini l'intervention, ben, on fera une petite séance de ping-pong comme ça. Alors, passons maintenant rapidement à la voie cutanée. Donc, la voie cutanée, elle est souvent qualifiée de voie royale en aromathérapie, puisque cette voie parce que les huiles essentielles ont une vraie affinité pour la peau. Alors, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la peau est constituée, en tout cas dans sa partie superficielle, essentiellement de corps gras. Et les huiles essentielles elles-mêmes sont de nature grasse, et donc on a une sorte de similarité en termes de nature chimique qui fait que les huiles essentielles ont une bonne affinité pour la peau. Alors, ce qui est hyper important quand on utilise les huiles essentielles en voie cutanée, c'est bien comprendre que l'excipient, c'est-à-dire le véhicule dans lequel on met l'huile essentielle, est presque aussi important que le choix de l'huile essentielle lui-même. Et donc, si on utilise des huiles essentielles dans un baume, dans un roll-on, dans une huile, etc., tout ça en voie cutanée, eh ben, on n'aura pas forcément la même action, même si le choix des huiles essentielles est identique. Donc, la manière d'appliquer les huiles essentielles en cutanée est très, très importante. Alors, pour résumer, j'ai proposé, voilà, en gros, disons, 4 formes d'application différentes. En gros, on pourrait mettre des huiles essentielles dans une crème. À ce propos, je vous rappelle quand même que les huiles essentielles ont la faculté d'augmenter la pénétration cutanée de certains actifs, voire même de certains ingrédients. En gros, ce que ça veut dire, je vais essayer de rester assez simple là-dessus, mais c'est que quand on crée un produit cosmétique, on établit son profil toxicologique sur une base. On se dit, bah voilà, dans le produit cosmétique, j'ai tel produit. Ce produit, il est un petit peu limite, mais comme il est peu absorbé, je considère que mon produit cosmétique est sûr. D'accord? Ça, c'est le travail du toxicologue qui valide le dossier. Le problème, c'est que quand on met des huiles essentielles dans un produit cosmétique, eh bien justement, on a tendance à modifier le degré d'absorption de ces ingrédients et donc on modifie le profil toxicologique. Et donc, quand on rajoute des huiles essentielles dans une crème qu'on achète dans le commerce, quand ça n'a pas été formulé dès le départ, ensemble, quand on achète une crème dans le commerce et qu'on dit je vais mettre des huiles essentielles dans ma crème, eh bien, on modifie le profil toxicologique de la crème et ça peut être problématique. Il est donc fondamental, si on veut faire ça, d'utiliser une crème qui soit la plus naturelle possible. C'est vraiment important ça. Donc, dans ce cadre-là, il va falloir utiliser une crème qui ait un label bio, c'est le plus simple, Cosmos Natural ou Cosmos Organique par exemple. Si vous achetez un produit qui contient des huiles essentielles dans le commerce dès le départ, il a été conçu pour absorber, pour contenir des huiles essentielles. Et donc, tout a été évalué avec ce critère-là, et donc il n'y a pas de problème. Je parle bien quand on le rajoute à la maison, quand on rajoute les huiles essentielles à la maison. Alors bref, petite parenthèse refermée, mais vraiment, pensez-y, si vous mettez des huiles essentielles dans une crème, achetez toujours une crème la plus naturelle possible.
Alors, dans quel cas va-t-on utiliser ce véhicule-là? Dans quel cas mettons des huiles essentielles dans une crème? Eh bien, le plus souvent, quand on veut avoir une action du produit en surface. Typiquement, vous avez de l'herpès. Quand on a un petit bouton d'herpès, parfois, quand on met des huiles essentielles pures dessus, ben, ça ne marche pas bien. Et l'idéal, en fait, dans ce cas-là, c'est de diluer la synergie dans une crème. Et là, c'est un peu spécial. On peut se dire, mais déjà, je mets pur, ça ne marche pas. Si je dilue, ça marchera encore moins. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça en aroma. Souvent, quand on dilue des produits, en fait, on va les diluer dans un véhicule qui sera plus adapté et qui vont rendre finalement le produit plus efficace. Donc voilà, la crème, quand vous voulez avoir une action en surface, autre exemple, vous avez une mycose cutanée, et bien là, on met des huiles essentielles dans une crème et on applique en surface. Ça va permettre justement d'avoir un séjour qui va renforcer en quelque sorte l'action de la synergie. On peut ensuite mettre des huiles essentielles dans un corps gras, évidemment, un baume ou une huile. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est un peu la façon dont on va l'utiliser. Le baume, pour l'appliquer, va s'appliquer d'abord en plus petite quantité et va nécessiter un massage prolongé jusqu'à avoir un chauffage suffisant. Et donc, le baume va favoriser plutôt une action progressive des actifs. L'huile peut avoir la même action ou pas. Tout dépend de la nature de l'huile qu'on utilise pour véhiculer les huiles essentielles. Donc là, c'est vraiment en fonction de la composition de l'huile qu'on va adapter si on veut un passage rapide des huiles essentielles ou au contraire progressif. En général, on essaye d'avoir, quand on met dans un baume ou dans une huile, une action qui soit plutôt ralentie. Alors, ça peut paraître paradoxal. En fait, non, c'est assez logique. Quand on masse une partie du corps pour avoir une action locale, en général, ce qu'on veut, c'est que l'action dure le plus longtemps possible. Et pour qu'elle dure le plus longtemps possible, il faut que les actifs soient relargués progressivement au cours du temps. Et donc, le fait de mettre des huiles essentielles dans un corps gras, que ce soit un baume ou une huile bien choisie, eh bien, ça va permettre justement d'avoir cette libération progressive et donc plutôt d'avoir cette action qui va durer. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Troisième façon d'utiliser les huiles essentielles, pour faire simple, hein, il y en a d'autres, mais on va se limiter à ça, c'est tout simplement de les utiliser pures. Alors, on lit souvent qu'il ne faut pas mettre les huiles essentielles pures sur la peau. Ce n'est pas vrai. On peut mettre des huiles essentielles pures sur la peau, mais pas n'importe quelles huiles, évidemment, et pas sur n'importe quelle partie du corps. Il est évident que si vous mettez des huiles pures sur le contour des yeux, vous n'aurez pas le même effet que si c'est sur la plante des pieds. Bon, ça paraît logique, mais voilà. Donc, en aroma, comme dans beaucoup de disciplines, tout n'est pas en noir et blanc. Et donc, certaines huiles essentielles peuvent être appliquées pures quand on veut une action coup de poing, une action d'urgence. C'est vraiment là que les actifs vont être libérés le plus rapidement et qu'on va avoir la meilleure efficacité. Quelque chose que je ne conseille pas, c'est de mettre des huiles essentielles dans de l'argile. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'argile est un chélateur. L'argile a tendance à retenir les substances avec lesquelles il entre en contact. Or, quand on met des huiles essentielles dans de l'argile, eh bien, les huiles essentielles auront tendance du coup à être conservées sur le cataplasme et à ne pas agir là où on a appliqué le cataplasme. C'est quand même pas tellement le but. Donc moi, ce que je conseille dans ce cas-là, c'est de faire deux phases. On fait un cataplasme d'argile, on l'enlève, et puis après, on s'applique des huiles essentielles, pures, diluées, comme vous voulez. Mais en tout cas, on ne fait pas les deux en même temps parce que, encore une fois, ce n'est pas hyper logique quand on comprend la façon d'agir de l'argile. Alors, vous voyez que là, je parle simplement de l'excipient. Il y a quand même un point qui est hyper important, c'est que le choix de l'excipient va conditionner l'efficacité du traitement. Et donc, j'ai fait un petit arbre pour aider, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, j'ai fait un petit arbre pour aider à la décision, en fait, de savoir dans quoi est-ce qu'on va diluer nos huiles essentielles. Alors, on va juste le parcourir assez rapidement, histoire que chacun puisse s'y retrouver. Alors, par exemple, si on choisit d'appliquer de manière cutanée, on a déjà deux premières questions à se poser. C'est est-ce qu'on veut que l'action soit locale, c'est-à-dire que ça agisse vraiment juste là où on a appliqué, ou est-ce qu'on veut que ça diffuse de manière plus profonde? Alors, si on veut juste une action locale, c'est simple, on veut une pénétration cutanée qui soit faible, ça reste en surface, et donc on va diluer plutôt nos huiles essentielles dans une émulsion, dans une crème. Si on veut une action qui soit un peu plus profonde, eh bien, dans ce cas-là, on a deux solutions. Soit on veut que la pénétration cutanée soit forte. Si on ne veut pas qu'elle soit forte, eh ben, on revient sur le cas précédent. Si on veut qu'elle soit forte, là, il faut faire attention à une chose. Est-ce que l'huile essentielle est dermocaustique? Si elle est dermocaustique, il faut diluer. Si elle n'est pas dermocaustique, il faut alors réfléchir à la zone corporelle. Si c'est une peau sensible ou pas. Si c'est une peau sensible, de nouveau, il faut diluer. Mais si les huiles essentielles, 1, ne sont pas dermocaustiques et 2, ne s'appliquent pas sur une peau sensible, on peut les appliquer pures sur la peau. Oui, donc l'arme de décision, il est pratique pour ça.
Si vous arrivez à la conclusion qu'il faut diluer, eh bien là, il suffit juste de réfléchir. Est-ce qu'on veut une pénétration qui soit rapide ou une pénétration qui soit lente? Et dans ce cas-là, vous allez choisir soit de faire dans un hydrogel, c'est une huile ou une huile végétale très pénétrante, hein, c'est plutôt ce dont j'ai parlé dans l'exposé précédent, ou alors plutôt dans un baume pour une pénétration cutanée lente. Oui. Donc cet arbre, il est vraiment pratique si à un moment donné, vous vous demandez dans quoi mettre les huiles essentielles pour avoir une bonne efficacité. Et puis je vous ai mis à côté un petit graphique qui me semble intéressant, qui vous montre comment ça se passe concrètement quand on met de l'huile essentielle de lavande sur la peau. Alors, regardez le profil du graphique, on voit en ordonnée finalement la concentration des substances dans le plasma et en abscisse le temps. On voit qu'on a clairement un pic des substances, des deux principales substances de l'huile essentielle de lavande, qui sont le linalol et l'acétate de linaline. On a un pic au bout d'à peu près une demi-heure. Donc ça montre que l'absorption cutanée, elle est hyper rapide. Alors attention, hein, elle est rapide, mais elle est faible. On considère qu'en cutané, on a à peu près 10% des produits qui passent réellement dans le sang. Tout le reste, c'est une action qui sera plutôt locale avant d'arriver en quelque sorte au compartiment vasculaire. Hein, donc voilà, encore une fois, la voie cutanée, elle est très bien pour une action locale. Si on veut une action systémique, c'est-à-dire si on veut un passage sanguin, une action du coup à tous les organes, il faut des grosses quantités, il y a une grosse perte. Voilà, ce n'est pas forcément la plus adaptée. Avant de passer aux contre-indications, aux précautions, un point qui me semble intéressant, c'est de vous présenter ce qu'on appelle la dilution dans le creux de la main. C'est quelque chose de très simple. On n'a pas toujours le temps de faire des préparations compliquées dans des flacons avec des pourcentages. Quand on est un peu pris par le temps, on peut faire la dilution directement dans le creux de la main. Pour faire ça, comment ça marche? Eh bien, on va mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle qu'on choisit, ou 5 gouttes, peu importe en fait. Hein, mettons 5 gouttes par exemple d'huile essentielle qu'on choisit dans le creux de la main. On rajoute à peu près autant d'huile végétale, on mélange et on applique là où on en a besoin. Par exemple, si on a des douleurs articulaires, eh bien, on va pouvoir fonctionner de cette manière-là. Si on a une angine et qu'on veut stimuler les défenses immunitaires, on va pouvoir appliquer la préparation donc faite dans le creux de la main au niveau comme ça des chaînes ganglionnaires du cou. Donc, vous voyez, il y a toutes ces méthodes-là qui sont finalement très simples et qui permettent d'avoir une action locale sans nécessiter beaucoup de matériel ni beaucoup de connaissances. Et si on utilise des bonnes huiles essentielles bien choisies, c'est complètement sécuritaire. Ça fait partie des gestes qu'on peut facilement aussi conseiller, par exemple, au comptoir. Alors, attention quand même, évidemment, à quelques contre-indications liées à la voie cutanée des huiles essentielles. Évidemment, à celles qui sont irritantes. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sur la voie buccale. Et donc, évidemment, cette précaution s'applique aussi à la voie cutanée. Mais la précaution la plus spécifique, disons, à la voie cutanée, tient aux huiles essentielles photosensibilisantes. Alors, quelles sont les huiles essentielles photosensibilisantes? Eh bien, ce sont plus ou moins toutes celles qui sont issues d'agrumes zestes. On parle d'essence. Alors, rigoureusement, il faudrait dire essence d'agrumes, mais dans la norme, en fait, on peut aussi dire huile essentielle. Hein, c'est accepté. Donc, ce n'est pas une erreur de parler d'huile essentielle d'agrumes zestes. Et puis, certaines autres huiles essentielles, comme celles de céleri, de kéla ou de livèche, qui sont elles aussi photosensibilisantes. Alors attention, la photosensibilisation comme ça induite par les huiles essentielles, elle est assez forte et assez durable. Donc on fait attention avec toutes ces huiles essentielles-là, pas d'exposition au soleil dans les 12 à 18 heures, et c'est beaucoup, hein, qui suivent l'application cutanée. Quand le produit, vous voyez un produit cosmétique qui contient de l'huile essentielle de citron, à tous les coups, on a retiré de l'huile essentielle les substances problématiques, les substances photosensibilisantes, et donc il n'y a pas de souci. Je parle bien là des problèmes qu'on peut rencontrer chez les particuliers, en fait, qui se font eux-mêmes leur propre préparation et qui ne vont pas faire attention que le citron, il est photosensibilisant et que dans leur crème de jour qu'ils ont acheté dans le commerce, ils ont utilisé du citron sans furocomarine, c'est-à-dire sans substance photosensibilisante. Vous voyez, il faut quand même faire attention à ce genre de problème. Et puis, l'un des soucis quand même principaux des huiles essentielles tient au risque d'allergie. C'est assez connu aussi, les huiles essentielles contiennent beaucoup d'allergènes et donc on a un risque d'allergie qui est non négligeable. En voie cutanée, le plus simple, quand on n'est pas sûr, quand on craint de faire une allergie, eh bien, c'est de réaliser ce qu'on appelle le test du pli du coude. Alors, le test du pli du coude, c'est très simple. On met directement 1 ou 2 gouttes, en général même 1 goutte suffit, de l'huile essentielle suspecte, en tout cas pour laquelle on craint de faire une réaction, dans le pli du coude. On masse et on attend à peu près 12 heures pour voir s'il n'y a pas de réaction. Alors attention, on parle bien de réaction allergique et pas d'irritation. Si vous faites ce test-là avec de l'huile essentielle de cannelle, vous allez être rouge, mais ce n'est pas une allergie, c'est une irritation.
Donc là, on fait bien ce genre de test avec des huiles essentielles qui ne sont pas dermocaustiques. Sinon, évidemment, on ne va rien voir. De toute façon, l'huile essentielle va faire une rougeur. Donc, on ne pourra pas savoir si on est allergique ou pas. Donc, si vous faites ça avec, par exemple, de l'huile essentielle de lavande, et puis que dans les heures qui suivent, vous avez une boursouflure et puis une plaque rouge qui apparaît, il est probable que vous soyez allergique. Et dans ce cas-là, on n'utilisera pas l'huile essentielle. Voilà. Donc ça, c'est aussi une précaution à faire quand on a comme ça un terrain possiblement allergique. Attention à une question qui revient souvent. Par exemple, la question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'un patient, une personne qui est allergique au cyprès peut utiliser l'huile essentielle de cyprès? Alors, j'anticipe un peu la question, peut-être que certains l'auraient posée tout à l'heure d'ailleurs. La réponse est oui. En général, on peut. Par précaution, on va quand même faire un test d'ampli du coude pour être sûr, mais la raison est simple, c'est qu'une allergie au cyprès, c'est souvent une allergie qui est respiratoire, qui est due au pollen de cyprès. Ce n'est pas le pollen qu'on utilise pour produire l'huile essentielle. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes allergènes qu'on va retrouver dans le pollen et dans l'huile essentielle, donc il y a peu de chances d'avoir une allergie croisée. Alors je dis peu de chances, mais quand même, ce n'est pas non plus une impossibilité, donc par précaution, on fera le test, mais vraiment, ça serait exceptionnel d'avoir un risque à ce niveau-là. Le risque, en revanche, c'est sur d'autres huiles essentielles, comme par exemple la Golterie. La Golterie couchée, qui est très connue, qui contient des dérivés salicylés, vous savez, qui sont très proches de l'aspirine. Et là, on peut avoir des allergies croisées. Donc en fait, si vous êtes allergique à l'aspirine, eh bien, il ne faudra pas utiliser d'huile essentielle de Golterie, parce que là, il y a un vrai danger de réaction. Pour le coup, les molécules sont très proches l'une de l'autre, et donc on peut avoir ce type de problème. Voilà pour la présentation rapide de la voie cutanée. Allez, on va passer maintenant sur la voie olfactive, puis on va détailler un petit peu plus les mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette voie. Et c'est vraiment pour partager des petites expériences personnelles, c'est quand même une voie qu'on est en train d'explorer de plus en plus, et c'est relativement récent. Ça fait quelques années en fait qu'on intègre cette voie pour traiter le côté psycho-émotionnel. Jusqu'à récemment, elle était un peu considérée comme assez rudimentaire. On disait, bon, oui, ok, oui, bah, t'as qu'à diffuser pour assainir l'air, pour détendre, machin. Mais en fait, on y attachait assez peu d'importance. Et puis aujourd'hui, on commence à se rendre compte quand même que c'est de plus en plus efficace, quoi. Alors, on va en gros utiliser les huiles essentielles de deux manières quand on veut les respirer. C'est la diffusion et l'inhalation. Alors, la diffusion, c'est simple, on diffuse les huiles essentielles dans une pièce. L'inhalation, c'est directement de porter des molécules aromatiques au niveau du nez. Alors, on a pour cela des ustensiles qui vont être particulièrement adaptés. D'abord, par exemple, à propos de la diffusion. Déjà, il faut d'abord respecter une règle. Pour diffuser des huiles essentielles, il faut quand même un petit peu de matériel pertinent. Alors, je vais séparer deux cas que je ne vais pas forcément représenter sur la diapo, mais c'est la diffusion passive et la diffusion active. Quelle est la différence? C'est très simple. Dans la diffusion active, il y a une consommation d'énergie. On va consommer de l'électricité pour diffuser des huiles essentielles. Dans la diffusion passive, eh ben, vous prenez un petit galet, vous mettez vos huiles essentielles dessus, et puis vous laissez le truc comme ça dans l'air, et puis les molécules aromatiques, comme elles sont volatiles, elles vont diffuser tout bêtement. C'est ce qu'on fait, vous savez, quand on conseille par exemple de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir qu'on pose sur la table de nuit à côté d'un bébé pour l'aider à dormir. C'est de la diffusion passive. Là, ça ne pose pas de problème. On laisse simplement, naturellement, de par la volatilité des huiles essentielles, les molécules aromatiques se diffuser autour du mouchoir imprégné. Ça, c'est de la diffusion passive. Dans la diffusion active, on va utiliser deux techniques principalement, qui sont soit le microdiffuseur, soit le diffuseur à ultrasons. La grosse différence entre les deux, c'est que dans le microdiffuseur, on a une diffusion qui est sèche. Les huiles essentielles ne sont pas mises dans l'eau. On les micronise, c'est le mot qu'on utilise pour dire qu'on les met sous forme de particules très fines, et ce petit nuage qu'on va former grâce à l'appareil va ensuite se diffuser autour de lui. Dans la diffusion humide, qui est une diffusion à ultrasons, on met de l'eau dans l'appareil, on rajoute des huiles essentielles à l'intérieur. Donc évidemment, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau, mais ça ne pose pas de problème, l'appareil est conçu pour fonctionner de cette façon. Et on a une membrane à ultrasons qui va vibrer et qui va créer de la fumée, et la fumée va entraîner les molécules aromatiques. Et donc, voilà, le fonctionnement de l'appareil à ultrasons. Alors, quel est le mieux? C'est une question liée, je dirais, à chacun, mais je vais quand même vous donner mon avis. Moi, je préfère de loin le microdiffuseur.
Alors, il est moins esthétique que le diffuseur à ultrasons. Le diffuseur à ultrasons, c'est joli. Des fois, il y a des petites LED qui sont mises en plus. Donc, ça se fait de la fumée avec des couleurs différentes et tout. Donc, c'est assez sympa. Mais on peut faire beaucoup moins on va diffuser de manière beaucoup moins efficace les molécules aromatiques qu'avec un microdiffuseur qu'on a intérêt à placer le plus haut possible dans la pièce de façon à ce que le volume le plus important possible soit concerné par la diffusion. Le point clé, en tout cas, quand on veut diffuser des huiles essentielles, c'est toujours de ne jamais chauffer les huiles essentielles. Ça, c'est fondamental. Dans les deux diffuseurs que j'ai dessinés ici, on ne chauffe pas les huiles et donc ils fonctionnent bien de ce côté-là. Mais vraiment éviter tout ce qu'on mettait avant. Vous savez, quand on avait encore du temps des lampes à incandescence avec un filament, on mettait parfois une petite coupelle placée sur l'ampoule et on mettait des huiles essentielles dessus. Ça diffusait. Ça, c'est vraiment pas bon. Ça chauffe beaucoup trop les huiles essentielles. Ça altère les molécules. Et le problème, quand les huiles essentielles s'altèrent, c'est qu'elles augmentent leur potentiel allergénique. Et donc, on est plus à risque en fait de faire des réactions allergiques. Donc, voilà, il faut vraiment éviter de les chauffer, ça les altère, c'est pas bon. Donc, voilà, pas de bougie, pas de radiateur. Voilà. Utilisez vraiment des ustensiles spécialement dédiés pour ça. Quelques règles générales. On évite de diffuser dans une pièce en présence d'un enfant de moins de 3 ans, hein, pour des raisons assez logiques, d'exposition à des allergènes, mais aussi parfois des huiles essentielles qui pourraient être un peu neurotoxiques, voire irritantes. Enfin, la muqueuse est particulièrement sensible quand elle est juvénile, et donc on évite ce genre de risque. On ne diffuse pas en présence d'une personne qui a un terrain allergique, là aussi ça semble évident, ni chez une personne qui est d'ailleurs asthmatique, hein, pour les mêmes raisons. L'asthmatique est souvent allergique, et donc voilà, on recoupe les deux terrains. Après une diffusion, on a tendance à aérer la pièce de façon à éliminer les molécules là aussi d'allergènes, et on vérifie que les huiles essentielles qu'on choisit soient bien compatibles avec la diffusion. On va y revenir évidemment un peu plus tard. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on diffuse par période de 5 minutes, on ne diffuse pas en continu, on fait 5 minutes, on éteint, et puis on peut reprendre une demi-heure ou une heure plus tard. Alors, maintenant, quand on a diffusé des huiles essentielles, comment les perçoit-on, ces molécules aromatiques? Déjà, il y a quand même quelque chose, moi, que je trouve absolument incroyable, c'est qu'on arrive à reconnaître 1000 milliards d'odeurs différentes. Alors, c'est quand même dingue, hein, 1000 milliards d'odeurs. Et ce qu'il y a de fou, c'est qu'on arrive à reconnaître toutes ces cellules avec seulement 5 millions de cellules olfactives. Alors, je ne suis pas en train de dire que 5 millions, c'est peu. Je suis en train de dire que 5 millions, c'est peu par rapport à 1000 milliards d'odeurs. Ce que ça montre, c'est qu'en fait, on a un nombre de récepteurs olfactifs assez réduit et que ce nombre de récepteurs olfactifs réduit, en se combinant les uns avec les autres, va pouvoir détecter énormément d'odeurs différentes. C'est quasiment infini, en fait. En 1000 milliards, imaginez, voilà. Donc, on a une surface olfactive qui est assez réduite. En fait, la partie des fosses nasales qui détecte les odeurs, elle est située simplement entre nos deux yeux, juste au-dessus ici de l'arcade du nez. Eh bien, c'est là qu'on a la bande d'épithélium qui va détecter les odeurs. Alors, chez l'humain, c'est assez réduit hein, comme surface. Chez le chien, évidemment, c'est beaucoup plus. Et en plus, chez le chien, non seulement il a une surface qui est plus élevée, mais en plus, il a une densité des récepteurs qui est plus grande. Donc, ça explique aussi qu'il ait cet odorat particulièrement développé. Là où c'est aussi intéressant, c'est que vous le voyez ici, hein, l'épithélium, pardon, je ne vais pas utiliser de mots compliqués, la partie des fosses nasales qui détecte les odeurs, elle est située en fait au niveau des fosses nasales, juste en dessous du cerveau. Et donc on a cette connexion directe en fait entre ces neurones impliqués dans la détection des odeurs et notre cerveau. Et donc comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, on le voit ici. Sur cette image, je vous ai mis ici l'os qui assure justement la séparation entre les fosses nasales qui sont dans la partie basse et le cerveau qui est dans la partie haute. Et on voit que cet os-là, il est percé de très nombreux trous. Et à travers ces trous, eh bien, on a des axones de neurones qui vont pouvoir passer et qui vont ensuite émettre un message à destination directe du cerveau. Et donc, les neurones vont détecter les molécules que j'ai représentées ici, les molécules odorantes, et en détectant ces molécules, eh bien, ensuite, l'information va être propagée en direction du cerveau. Et donc, on a cette connexion directe, c'est direct entre les fosses nasales avec les neurones qui détectent les odeurs et notre cerveau. Et donc, vers ensuite dans le trajet de l'information qui a en plus un lien direct avec nos émotions. Alors, je ne veux pas spoiler la suite, mais déjà, c'est un point sur lequel on va insister. Juste, avant de passer justement à cet aspect-là, je voulais vous donner 2 exemples qui me semblaient quand même assez incroyables. C'est la façon de gérer certaines odeurs par notre système olfactif. Regardez l'exemple ici, c'est une molécule qui s'appelle l'indole
qui a une molécule, vous voyez, qui a une structure chimique voilà, que j'ai représentée ici, eh bien, elle a une particularité, c'est d'avoir une odeur différente en fonction de sa concentration. Vous la mettez à faible concentration, elle a une odeur hyper agréable, c'est floral, c'est magnifique. Vous la mettez à forte concentration, ça sent le cadavre. C'est quand même dingue, ça. Et donc, ça fait partie des huiles essentielles qu'on va retrouver, pardon, pas des huiles essentielles, des molécules aromatiques qu'on va retrouver dans beaucoup de parfums à l'odeur très délicate. Mais pourtant, si on pouvait sentir ce qu'on appelle l'isolat, c'est-à-dire le flacon de molécules pures utilisé par le parfumeur, eh bien, ça serait une odeur absolument atroce. Et là où c'est assez compliqué, la parfumerie, c'est justement de se dire que ben, cette odeur atroce, quand on la sent au flacon, si on en met une dose infime dans le parfum, elle va avoir une odeur absolument divine. Et c'est aussi tout l'art de la parfumerie d'arriver à apprivoiser en quelque sorte les subtilités de notre système olfactif. Le deuxième exemple, c'est pour vous montrer à quel point la détection des odeurs est un mécanisme qui est spécifique. Regardez l'exemple ici, c'est une molécule qui est très connue, qui s'appelle la carbone. Cette carbone, elle a globalement une odeur plutôt condimentaire. Hein. Mais regardez, entre cette molécule-là et celle-là, vous voyez, hein, vous direz, bah, c'est la même. Eh ben, ouais, c'est comme si vous disiez ma main droite et ma main gauche, c'est les mêmes. C'est les mêmes, oui, elles ont toutes les deux 5 doigts, un pouce, etc. D'accord. Mais si vous regardez bien, elles sont quand même pas superposables. Hein. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Eh ben, c'est exactement le cas de ces molécules. Ces molécules, quand vous les regardez, c'est comme les deux mains d'un individu. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. C'est la seule différence. Ce sont les mêmes atomes, ils ne sont juste pas positionnés de la même façon, comme nos mains. Eh bien, le système olfactif est capable de distinguer cette stéréochimie, c'est-à-dire cette organisation spatiale des atomes. Dans un cas, on va avoir une odeur de menthe verte, dans l'autre, on va avoir une odeur de cumin. Je trouve ça incroyable qu'on ait ce degré de précision, en quelque sorte, dans la détection des molécules aromatiques. Alors, comment ça se passe concrètement quand on inhale des molécules? Là, j'ai pris l'exemple d'un petit stick inhaleur. Vous savez, vous mettez un petit stick avec une mèche imprégnée d'huile essentielle et vous portez le petit stick sur votre orifice nasal et puis vous allez du coup bénéficier des molécules. Donc, les molécules aromatiques vont diffuser dans les fosses nasales et vont ensuite être détectées par la partie qui, justement, est responsable de l'odorat. Je ne fais pas le détail de tout le trajet parce que c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que Ah, pardon. Quand tout est connecté, je coupe d'un côté, mais ça sonne de l'autre. Je vous disais qu'on allait avoir un trajet spécifique pour cette détection des odeurs, et ce trajet va être en lien avec un système qui s'appelle le système limbique. Et ça, c'est incroyable. Ce système limbique, il est impliqué dans nos émotions. Et donc, on a un lien direct entre l'odeur et la gestion des émotions par notre cerveau. Et c'est ce qu'on voit ici, regardez. On voit que le trajet, en fait, il suit la détection au niveau des fosses nasales, puis ensuite il rentre un peu plus en profondeur et il va d'emblée être traité par notre système limbique qui est représenté ici, donc qui gère nos émotions. Et ça se traduit en fait au niveau même, je dirais, assez, entre guillemets, vulgaire, quand on dit de quelqu'un, je ne peux pas le sentir. C'est quand même bien ça. Je ne peux pas le sentir, ça veut bien dire qu'on a émotionnellement un dégoût, un rejet par rapport à quelqu'un. Et traditionnellement, on associe ce rejet instinctif à une odeur. Ça, c'est quand même assez fort. Et donc, on va pouvoir justement travailler sur les émotions avec nos huiles essentielles, avec des doses qui sont très faibles. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que pour avoir une action, il n'est pas nécessaire d'avoir des doses élevées. Je vais même vous dire plus, il y a des études qui ont été menées qui ont montré que même si on n'a pas conscience d'un stimulus olfactif, il peut quand même influencer notre comportement. Ça aussi, c'est quand même assez fort. C'est-à-dire, je vais vous faire simple, hein, si on fait sentir une molécule aromatique à quelqu'un et qu'on lui fait sentir cette molécule en dessous de son seuil de perception, c'est-à-dire si on lui demande est-ce que tu as senti quelque chose, on lui dira bah non, c'est quoi ton truc, ça sent que dalle. Bon. Eh bien, si derrière vous mesurez, vous évaluez certains aspects de son comportement, je ne vous passe les détails de l'expérience qui est un peu compliqué, eh bien vous arrivez à montrer que l'huile essentielle ou que la molécule aromatique, alors qu'elle n'a pas été perçue consciemment, a influencé le comportement de cette personne. Donc, on se rend compte que finalement, là-dedans, ce n'est pas la dose qui est importante. C'est vraiment la réponse de l'organisme aux molécules aromatiques auxquelles on va l'exposer.
Donc voilà, je voulais aborder ces points-là, parce qu'ils ne sont pas forcément si intuitifs, justement. Et ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est qu'on va pouvoir influencer le fonctionnement de certaines parties de notre cerveau. Et je pense, par exemple, si on veut favoriser l'induction du sommeil, par exemple, il y en a une huile essentielle qu'il va falloir favoriser, c'est l'huile essentielle de bergamote. La bergamote, elle a cette faculté à pouvoir justement faciliter l'induction du sommeil. Donc voilà, après, si on veut avoir une action plutôt calmante sur le mental, ce sera plutôt les huiles essentielles de lavande vraie ou de petits grains bigaradier. Et ainsi de suite. Et en fait, on va avoir des huiles essentielles qui vont pouvoir agir sur différentes parties comme ça, de notre fonctionnement intellectuel, au-delà même, encore une fois, d'une vision trop restrictive des émotions. Je ne veux pas restreindre les émotions à la joie, etc. Non, ce n'est pas que ça. C'est vraiment globalement notre rapport finalement au monde qui peut être influencé par ce système limbique et par ces petits sticks inhaleurs. Si on n'a pas de stick inhaleur, il suffit de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans le creux des poignets. On peut les frotter, comme ça on a un petit peu de voie cutanée aussi. Et ensuite, on porte en fleur et on respire tout simplement de cette façon-là. Et on va bénéficier du coup de toutes ces propriétés. Alors, quelles sont les huiles essentielles qu'on va favoriser pour cela? Eh bien, ce sont surtout 3 catégories d'huiles essentielles. Celles qui sont issues de conifères, quasi toutes. Alors, franchement, il n'y a pas de contre-indication de ce côté-là, à part évidemment si vous êtes allergique, ça, bon, c'est valable pour toutes les huiles. Celles qui sont issues d'Acum zeste et celles qui contiennent du 1,8-cinéol, c'est-à-dire en gros qui ont une odeur d'eucalyptus. Pour faire simple, une odeur de Vicks. Voilà. Vous pouvez même les associer ensemble. En fait. Vous pouvez mettre, par exemple, un pain sylvestre, une orange douce et du ravinsara. C'est une odeur qui est très agréable, très fraîche, très, j'allais dire presque dépaysante, vous voyez, dans le sens où c'est des odeurs qui évoquent la forêt, qui évoquent voilà, le côté, le soleil. Enfin, c'est très agréable d'avoir ce genre d'odeur et on peut faire ça quand on veut au cours de la journée. Il n'y a pas de risque d'en faire trop. Voilà. Le seul danger, c'est de mettre des huiles essentielles qui sont irritantes parce que nos fosses nasales, elles sont quand même fragiles, même sur des faibles proportions. Et on évite quand même celles qui sont fortement neurotoxiques aussi, pour des raisons là aussi qui semblent assez évidentes. Voilà. Voilà, donc j'ai fini ma petite présentation sur les huiles essentielles à diffuser, et en particulier sur les voies d'administration avec un focus sur la voie olfactive. Je voulais juste terminer avec un petit rappel de ce qu'est donc le concept AromaCelt, même si ici c'était vraiment un atelier qui était plus théorique sur globalement l'aromathérapie. Justement, le principe d'AromaCelt, c'est d'associer aromathérapie et algathérapie. Et donc, ces ateliers sont là pour permettre à tout le monde de monter en compétence dans le domaine de l'aromathérapie. Le principe étant d'associer à chaque fois des huiles essentielles qui vont pouvoir travailler plutôt sur un côté symptomatique avec du calcium marin qui va plutôt travailler sur le terrain en rétablissant l'équilibre acido-basique. Donc, on joue vraiment sur les deux aspects et c'est ça qui me semble vraiment pertinent dans le concept AromaCelt. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis si vous avez des questions, c'est avec plaisir. N'oubliez pas de rebrancher vos micros du coup. Non, on t'entend pas, Catherine, on t'entend pas. Voilà, ça y est. Je pense que Oui, je voulais te remercier Arnaud pour cette présentation détaillée qui nous éclaire sur l'étendue des applications possibles et des effets des huiles essentielles, à la fois sur les symptômes, sur les émotions, voire même sur notre comportement. Donc, c'est vraiment passionnant, en effet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Arnaud dès maintenant. J'ai vu C'est une le main, moment. peut-être chez Carole, il me semble, non? Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure donc de la voie buccale et donc dans la gamme AromaCelt, nous avons le digestif qui contient toutes les fameuses huiles oxacrates. Et donc le fait qu'elle soit sur un support de lithotame, puisqu'on dit qu'on peut dégéluler toute notre gamme, ça ne pose pas de souci. Non, ça ne pose pas de problème. Alors, il faut savoir que les huiles essentielles qui sont irritantes sont aussi les plus antibactériennes et globalement anti-infectieuses. Donc, quand on trouve ces huiles essentielles-là dans une formule, déjà, on sait que l'action globale de la formule sera de lutter contre des infections. Le fait de mettre justement les huiles essentielles sur un support poudre a tendance, et c'est le mot qu'on utilise souvent dans un domaine un peu pharma, à éteindre les huiles essentielles. Donc en gros, c'est pas éteindre dans le sens, du coup elles sont éteintes, elles n'agissent plus. Pas du tout. Au contraire, c'est de faire en sorte que leur potentiel irritant soit atténué par justement le support sur lequel on les applique. J'ai une autre question aussi.
concernant le roll-on respiratoire, est-ce qu'il peut être comme, je voyais tout à l'heure que, on parlait donc du côté, application cutanée. Est-ce qu'on peut l'utiliser comme tu disais par rapport on sait qu'on peut utiliser donc, la gamme respiratoire entre autres pour les angines. Alors on parlait du roll-on qu'on peut utiliser derrière les oreilles en cas d'otite, mais est-ce qu'on peut l'utiliser aussi dans la zone ganglionnaire? Ah bah, De la complètement. même manière? Alors, le principe d'une application cutanée quand on a une infection, disons, ça va être deux. Il est double en fait. Il est d'une part de lutter contre la prolifération des agents infectieux, que ce soit bactéries ou virus, évidemment, mais aussi de stimuler le système immunitaire. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que la plupart des huiles essentielles qui sont anti-infectieuses sont aussi immunostimulantes. Et donc, le fait d'appliquer ce type de préparation sur une zone ganglionnaire où justement on a plutôt beaucoup de cellules immunitaires, eh ben, c'est évidemment favorable. D'accord. Donc en particulier sur cette zone-là, on peut effectivement appliquer le Alors, roll-on, ouais, surtout cette alors, partie-là. ouais, D'accord. Très bien. OK. Bon, bah, j'ai appris quelque chose. Merci. avec plaisir. Arnaud, moi j'ai Oui. une question. Tu parlais de la voie buccale. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si je te suis bien, si on mettait par exemple une gélule de n'importe quel produit en fait Aromacelt, mettons sur la langue, ça voudrait dire qu'on aurait une action, même dans ce cas-là? Alors, Il faut vraiment que l'huile essentielle soit pure et sur un cure-dent ou... non, 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 non. Alors, la réponse est oui, tu aurais une action, clairement. Après, la question est quel est le taux d'absorption au niveau cutané versus au niveau intestinal, quoi. Et là, la réponse, elle n'est pas simple, hein. Oui, Moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'études vraiment là-dessus. Donc, à savoir, est-ce que le taux d'absorption au niveau buccal est vraiment aussi important que ce qu'on aura au niveau intestinal? J'en suis pas sûr. La bouche, elle est quand même pas faite pour absorber des molécules, globalement, hein. L'intestin, oui. Donc, moi, j'ai quand même d'accord. tendance à dire que si on souhaite avoir une action avec une quantité de principes actifs qui passe la plus élevée possible, il vaut mieux quand même avaler la gélule. Ok. Carole, oui, je vois. C'était la même question ou c'en est une autre avec la main qui se Non, lève? c'est parce que j'arrive pas à enlever la petite main. Désolée. Désolée. Alors Corinne, moi, j'avais une question, Arnaud. Donc tu disais, enfin, le fait que les huiles essentielles soient actives physiologiquement induit qu'on ne peut pas forcément les prendre au long cours, puisqu'il y a des effets physiologiques. Tu parlais de pause thérapeutique. Qu'est-ce que tu peux recommander, par exemple, dans le cas de notre gamme en termes de pause thérapeutique? alors, Quel rythme, en fait? ouais, alors, il y a plusieurs façons de voir les pauses thérapeutiques. Alors, je dirais qu'il y a deux principales façons. La première façon, c'est de voir une pause sur une semaine. Donc, en gros, on fait 5 semaines de traitement, 2 semaines d'arrêt. Et on recommence la semaine suivante. Donc, pour faire simple, hein, pour prendre un exemple très, très simple, du lundi au vendredi, vous prenez votre traitement tel qu'il est préconisé. Et puis, le samedi et le dimanche, vous ne prenez plus et vous recommencez la semaine suivante. Voilà. Et on peut renouveler ça, en fait, sur une manière assez prolongée, sur une durée assez prolongée, parce qu'en fait, on a cette pause qui a quel but? Qui permet, en fait, au foie de ne pas être saturé par sa fonction d'épuration. Parce que les molécules aromatiques, même si elles sont là pour nous soigner, elles nécessitent quand même un travail hépatique qui n'est pas anodin. Et donc, on ne peut pas stimuler comme ça le foie pendant des périodes prolongées sans lui aménager des fenêtres comme ça où il se repose. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est sur certains traitements qu'on ne veut pas interrompre 2 jours, parce que parfois, c'est pas favorable. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut très bien faire 3 semaines de traitement tous les jours et une semaine entière d'arrêt. Et on recommence ensuite le mois suivant. Donc, soit on voit la pause à l'échelle de la semaine, on fait 5 jours, 2 jours, soit on voit à l'échelle du mois et on fait 3 semaines, 1 semaine. D'accord, en fonction de la nécessité du traitement, s'il doit être prolongé ou pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire, je vais être très clair, si vous prenez un produit respiratoire, par exemple, pour lutter contre un problème, je ne sais pas, de type angine, bronchite, si au bout de 5 jours, vous voyez que ça va quand même vachement mieux, ce n'est pas le moment d'arrêter 2 jours, hein. Si, alors que ça va mieux, mais que vous avez encore quelques symptômes, vous arrêtez, ça va repartir. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux continuer le traitement un petit peu plus, vous ferez votre pause un peu plus tard, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, en tout cas, c'est prendre des doses élevées pendant une durée prolongée sans s'arrêter. Voilà. En gros, c'est ça. Très bien. Merci Arnaud.
Alors moi, j'en avais une. Tu parlais tout à l'heure au tout début de ta présentation que la menthe poivrée était déconseillée aux hypertendus. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi? Alors, l'action de la menthe poivrée est complexe sur la circulation, en fait. Les études qu'on a faites montrent que l'action de la menthe poivrée va être dépendante de la concentration à laquelle on l'utilise. Donc voilà, rapidement, ça va être délicat. Selon les concentrations, en tout cas, elle peut générer une vasoconstriction et donc favoriser l'hypertension. Donc on la déconseille par précaution chez les personnes hypertendues. Voilà. D'accord. C'est pas une action qui est systématique en fait. Mais pour éviter d'avoir le problème, il vaut mieux quand même la connaître, cette contre-indication. D'accord. Bien, mais je ne sais pas, je pense qu'il n'y a plus de questions. J'ai l'impression. Ben, il me reste à te remercier, Arnaud, à vous remercier tous de votre présence.